Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de février 2023 qui est le premier petit bilan culturel sous ce format quoi. Je sais pas ce que je fais mais allons-y, on tente, on expérimente, c'est parti. Le mois de février a commencé au théâtre, je suis allée voir La vie est une fête des chiens de Navarre. C'était ma première pièce des chiens de Navarre, c'est une compagnie dont j'ai beaucoup entendu parler mais dont j'avais jamais vu le travail, donc je suis assez contente d'y être allée. C'est une compagnie qui est connue pour être un peu subversive, un peu on critique la société, tout ça. Et j'avoue que la pièce m'a un peu... Enfin, c'est dans cette veine, c'est dans la veine de on critique la société, mais du coup il y a un peu de tout et donc un peu de rien. Enfin, c'est-à-dire que on veut s'attaquer à tous les sujets, donc on balance, et je trouve que voilà, il n'y a rien de particulièrement subversif, disons que c'est du subversif consensuel, c'est on enfonce un peu des portes ouvertes dans ce qu'on critique, donc forcément on a l'approbation du public de la salle, mais en vrai c'était quand même très chouette, la scéno est incroyable, je trouve que la bande son était vraiment ouf, et qu'il y avait des tableaux vraiment très beaux, en fait il y avait pas mal de transitions de situation à situation, et d'une scène à l'autre, les images, juste, enfin si on prenait des photos quoi, de chaque transition de tableau, c'était extrêmement beau et dans cette idée là la musique elle était vraiment hyper juste, enfin j'ai trouvé ça trop bien, le son et tout. Après sur le propos c'est vrai que c'est un peu on rigole de ce qu'on... Enfin on tourne un peu en dérision ce dont on se moque et c'est vrai qu'il y a des choses que moi j'étais un peu genre bah en fait ça me fait pas rire, je vois pas pourquoi c'est drôle, et les gens dans la salle s'esclaffaient, mais la surréaction à chaque fois que c'était fait pour être drôle, les gens genre hurlaient de rire. Et notamment sur les questions de santé mentale et tout, il y avait plein de choses qui étaient tournées en dérision et les gens riaient. Et j'étais un peu genre, ouais, mais en fait c'est pas drôle. Et après, il y a eu des choses dans la pièce qui ont tourné en dérision, des choses auxquelles moi, à titre personnel, ça me fait rire qu'on s'en moque. Et du coup, j'ai ri. Et là, je me suis dit, ok, j'entends, c'est pas tant que c'est pas drôle, c'est juste que moi, à un endroit, ça me fait pas rire. Ça veut pas dire que c'est pas drôle et que c'est mauvais, quoi. Mais donc, je suis très contente d'avoir vu cette pièce. En février, j'ai lu un petit peu, j'ai repris un peu les mangas. J'ai lu notamment les tomes 14 et 15 de Demon Slayer, et c'est le dernier tome que j'ai. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas aller plus loin dans l'histoire, puisque je m'interdis d'acheter quoi que ce soit tant que je n'ai pas fini ma pile à lire complète. Bon, peut-être qu'en vrai, les mangas, quand j'aurai fini tous mes mangas, j'en achèterai. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup Demon Slayer, j'aime bien comment ça évolue, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont le personnage est développé et tout. Après c'est vrai qu'en vrai je galère un peu parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms et il y a beaucoup de personnages et en vrai je rame un peu, genre tous les piliers et tout, je rame un peu à reconnaître les personnages, et donc quand on les voit d'un chapitre à l'autre, d'un tome à l'autre et qu'on les retrouve à chaque fois, genre je galère un peu à me remettre en tête, j'ai dit ça 400 fois, qui sont les personnages et à les resituer dans l'histoire et tout. Et je pense que je vais regarder l'animé de Demon Slayer parce que ça pourra m'éclairer déjà sur la question des personnages, parce que je pense qu'en animé c'est plus simple en fait de repérer les personnages, aussi parce qu'il y a les couleurs, et donc typiquement bah, les caractéristiques de couleurs, genre de cheveux et tout, enfin ça aide beaucoup à reconnaître, à distinguer les personnages, ce qu'on n'a pas évidemment dans le manga. Et en plus a priori il est très très beau, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà pour Demon Slayer. J'ai aussi, puisqu'on est sur les mangas, lu les tomes 11 et 12 de Blue Period. Blue Period c'est vraiment une série, un manga que j'adore parce que bah bon, il s'appelle Blue Period en référence à la période bleue de Picasso. On passera. Dans le tome 11 ou le 12 je sais plus, il parle de Picasso. Bref, ça m'a un peu saoulée, mais soit. Et en fait je le trouve déjà très beau, enfin j'aime beaucoup le dessin. Et je trouve ça trop bien parce qu'on est vraiment plongé au cœur de la création en peinture, en sculpture, etc. Et je trouve qu'avec des termes et des notions, et une approche qui est vraiment pertinente et qui est instructive aussi sur... bah, en fait, c'est des étudiants et étudiantes en art, et donc ce que c'est que d'être en école d'art, ce qu'ils traversent, ce qu'ils font, mais aussi leur travail, les cours, les devoirs, enfin genre les rendus qu'ils ont à faire et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment très juste et très éclairant aussi sur ce que ça peut être la vie en école d'art au Japon. Et voilà, moi je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup ce manga. En février, je suis chronologique ou je suis plus chronologique là? Bon, reprenons la chronologie. Oh, premier film au cinéma du mois de février, Aftersun. Aftersun, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il est nécessaire d'en parler? Est-ce que tout le monde entier n'en a pas déjà parlé? Est-ce que tout Instagram et tout YouTube n'a pas déjà fait son retour sur Aftersun?
c'est un film que j'ai trouvé absolument merveilleux. Je l'ai trouvé incroyable, j'ai été extrêmement touchée par ce film. Il m'a vraiment bouleversée et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose d'aussi intense, même physiquement intense au cinéma. Je trouve la photographie incroyable. La BO, on n'en parle même pas. Les musiques additionnelles à la BO, mais voilà, enfin, je ne pourrais plus jamais entendre Losing My Religion de la même façon. C'est extrêmement touchant, c'est très bouleversant, je trouve que c'est d'une grande justesse et en fait, et c'est très beau. Et le lien en fait entre ce père et sa fille qui est qui est très tendre, qui est d'une grande douceur et en même temps comment est-ce que la souffrance de ce père arrive à transpercer ce qu'on voit de souvenirs heureux d'enfants. Enfin, je trouve ça mais d'une justesse, c'est-à-dire que ce qui m'a profondément bouleversée, c'est que justement ce truc, cette tristesse, cette gravité, elle est là dès le début, elle s'intensifie tout au long du film et rien n'est jamais dit, et c'est ça que je trouve très très fort, c'est que rien n'est jamais formalisé, dit, formulé avec des mots, mais pourtant le malaise de cette relation et de ce père transparaît de façon tellement juste, tellement forte. Waouh, 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 waouh. Vraiment, ce film, pour l'instant, c'est mon... Bon, en même temps, on est combien de février, mais... Enfin, mois de mars, mais c'est le film le plus waouh que j'ai vu cette année et que j'ai vu depuis un petit moment. Vraiment. Il m'a... Enfin, Babylone m'avait impressionné, j'avais été waouh, trop bien, c'est un film ouf et tout, mais là, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de transmettre une émotion tellement forte, transmettre une intensité à travers juste pas grand chose, la photographie, du dialogue un petit peu, des souvenirs, et j'ai trouvé mais Astorson vraiment un film incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé et je le reverrai bien volontiers, mais je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Je suis également allée voir au cinéma Amore Mio, qui est l'histoire d'une femme qui perd son conjoint, qui est aussi le père de son enfant, et qui, le jour de l'enterrement, embarque sa sœur un peu dans un road trip improvisé, sa grande sœur, et en fait c'est un peu un road movie en huis clos, ce qui est pas hyper cohérent mais ce qui fait quand même sens, c'est qu'on est vraiment concentré sur ces trois personnages, ces deux sœurs et le fils et neveu du coup, et je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui fait beaucoup sens dans la relation des deux sœurs, dans le lien qu'elles ont l'une à l'autre, l'une à leur vie personnelle, à ce qu'elles se disent, ce qu'elles se disent pas, comment est-ce qu'elles sont à la fois très proches et très éloignées. Enfin, je trouve ça très chouette. C'est pas un film incroyable, mais je trouve que vraiment c'est un film qui fonctionne bien et que les relations entre les personnages font assez sens. Après, voilà, en termes de jeu, en termes d'image et tout, c'était pas le film le plus incroyable, mais je l'ai trouvé vraiment bien. Je suis allée voir Aurélie Saada en concert, un peu par un concours de circonstances. J'avais pas forcément pris de place ni rien, mais je m'y suis retrouvée. Aurélie Saada, moi je l'avais découverte avec son film Rose en fait, et j'avais découvert sa musique, je connaissais pas, Les Brigitte. Et en fait j'ai découvert la musique d'Aurélie Saada dans la BO de son film Rose, puisque j'ai vu son film, c'est elle qui a fait la BO. J'ai acheté le vinyle parce que je trouve la BO absolument merveilleuse, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas aller la voir en concert, et donc c'est la tournée de son album Bombolini, je crois. Et c'était d'une grande douceur, d'une grande tendresse, d'une grande beauté. Elle est solaire, c'est une femme rayonnante qui a une histoire de vie tellement dramatique et tellement rude et qui pourtant juste te transpire l'énergie et la positivité et je trouve ça trop beau à voir. Enfin, c'est une femme forte quoi. Je trouve ça hyper... j'admire quoi. Vraiment, je la vois et je me dis waouh, je suis impressionnée par cette femme. Vraiment, je la trouve merveilleuse. Et elle a chanté en plus, parce que je connaissais pas trop du coup ses musiques parce que j'ai pas du tout écouté son album. Mais elle a chanté quelques chansons que je connaissais et qui m'avaient beaucoup touchée dans le film et dans la BO, donc c'est vrai que c'est toujours touchant je trouve de voir en live des musiques et des morceaux qui nous touchent quand on les écoute déjà chez nous quoi. Donc c'était trop bien. Voilà, j'ai regardé... Ah, je me suis un peu remise aux séries. En février, j'ai regardé 3 séries. J'ai regardé Heartstopper sur Netflix. C'est marrant, enfin non c'est pas marrant, c'est doux, c'est mignon, c'est cute. Ça casse pas trois pattes à un canard et en fait je pense que c'est encore plus mignon, gneu, cute qu'en fait c'est assez court et juste après j'ai enchaîné en fait avec Young Royals qui pour le coup est plus long, plus développé et cinématographiquement je trouve quelque chose d'hyper intéressant dans Young Royals au niveau de l'image et tout, quoi qu'en vrai dans Heartstopper aussi,
Mais en tout cas, Heartstopper ça m'a pas transcendé, j'ai trouvé ça très chouette, très marrant, non pas marrant, mais un peu quand même, enfin voilà c'est doux, c'est tendre, mais c'est pas incroyable. Et j'ai regardé du coup Young Royals, que j'ai trouvé déjà un peu plus poussé aussi dans... Et encore, quoique. Mais ouais non, j'ai trouvé quand même un peu plus poussé dans l'image, dans les personnages, comment les personnages sont développés, etc. Et moi je trouve ça toujours super de voir des productions qui sont pas de pays dont j'ai l'habitude. Et là c'est suédois, Young Royals, et je trouve ça hyper intéressant. Déjà, ne serait-ce que la chronologie des journées, enfin, c'est-à-dire le fait qu'ils fassent nuit très tôt dans comment est-ce que leurs journées sont présentées et tout. Enfin, je trouve que c'est absolument du détail, mais vu que j'ai pas du tout l'habitude, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je trouve que les personnages sont chouettes, les acteurs et actrices sont chouettes et ils sont réels. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du concret, du palpable et du fait qu'en fait c'est des gens qui existent dans la vraie vie, dans tout ce qu'ils ont de pas parfait en tant qu'acteurs et actrices. Et ça je trouve que ça fait du bien parce que c'est vrai qu'au cinéma et dans les séries et sur Netflix, on a beaucoup de gens parfaits, on a beaucoup de gens de 25-30 ans parfaits qui jouent des ados de 15 ans qui sont censés être dans des périodes ingrates de leur vie socialement, physiquement et tout. Et en fait, là, je trouve qu'il y a quand même une justesse. Alors, c'est pas des gamins de 14 ans qui jouent, mais je trouve qu'il y a quand même une justesse dans le casting par rapport à ce que veut porter la série et les personnages et tout. Et comment est-ce qu'en fait le fait que ces gens ne soient pas parfaits physiquement, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que c'est juste it is what it is. Et j'ai trouvé ça d'une grande justesse. Et ça fait un peu genre limite en vrai de faire cette réflexion de se dire ah ils sont pas parfaits et tout. Mais je trouve qu'on voit tellement sur Netflix et au cinéma comme je disais de gens trop parfaits pour être réels et pour être palpables et pour être concrets que quand c'est pas le cas, bah, je trouve que ça fait du bien et franchement c'est trop chouette. Et troisième série, j'ai regardé Normal People. Alors, Normal People, là encore une fois, en termes d'image, de photographie, de cinématographie de la série, c'est absolument incroyable. La BO est absolument ouf aussi, je trouve. Et vraiment, il y a quelque chose de très beau dans l'image de cette série. Et je trouve que c'est rare, je sais pas, mais moi je dirais que dans les séries que j'ai pu regarder dans ma vie, il y a moins un enjeu de cinéma et d'image et de photographie qu'au cinéma. Parce que l'idée des séries, pour moi, enfin dans les séries que j'ai pu regarder, c'était vraiment sur le personnage, le déroulé, le scénario, la narration, etc. Et qu'en fait c'est accessoire, les paysages, la photographie c'est accessoire. Et c'est pas le cas au cinéma. Et là je trouve que dans Normal People c'est un peu du cinéma sur petit écran déroulé en plusieurs épisodes. Et c'est ça qui m'a un peu marqué visuellement. Après pour ce qui est des personnages, bah en fait je crois que moi tout m'a profondément dérangé, c'est-à-dire que leur relation est tellement malsaine que je pense que mon cerveau a genre fait un blocage pour ne pas m'investir émotionnellement dans les personnages parce que ça me gêne. Je suis vraiment restée à distance parce que je trouve ça hyper malaisant et hyper malsain, mais c'est le but de dépeindre une relation malsaine, je trouve, dans cette série. Et leur relation est tellement malsaine que je pense que vraiment je me suis dit, je veux pas m'investir émotionnellement parce que je ne veux pas m'identifier à ces personnages parce que c'est pas bien ce qui est en train de se passer. Et je pense que je me suis vraiment gardée à distance de ça. Du coup, c'est vrai que dans la narration, dans la tâche, entre guillemets, qu'on peut avoir pour des personnages dans une série et tout, bah en fait j'ai été un peu moins involved, un peu moins investie là-dedans, parce que je pense que ce caractère malsain, pas chouette, vraiment pas cool, enfin en fait c'est pas cool quoi ce qui se passe. Ils s'engueulent, ils s'assument, enfin ils ne l'assument pas elle, ils s'engueulent et ils couchent ensemble et c'est vraiment ça m'a gêné en fait ce malsain. Et donc c'est pour ça que je pense que je suis restée à distance. Et donc en fait je peux pas me dire oh, ouah, cette série elle est trop incroyable, ces personnages ils sont incroyables et tout, parce que vraiment ça me gêne. Ça me gêne. Après les personnages sont hyper intéressants. Vraiment ils sont développés de façon je trouve hyper pertinente. Et je les aime beaucoup dans comment ils ont été écrits, comment ils se développent, chacun de leur côté, ensemble et tout. Mais vraiment, j'ai gardé mes distances avec ces personnages et avec l'admiration que je pourrais avoir pour cette série, parce que vraiment je pense que... Enfin moi je fonctionne beaucoup par l'affect et par l'investissement et par I'm obsessed avec ces personnages, avec ci, ça. Là je peux pas. Je peux pas et je pense que c'est plutôt bien, enfin à mon endroit que ça soit pas le cas, mais non c'est trop malsain, trop malsain.
mais trop bien comme série, quand même, au demeurant. Et c'est à dire à quel point je me suis pas involved, c'est que je n'ai quasiment pas pleuré. Alors que c'est typiquement le type de série où si je m'étais investie corps et âme dans les personnages, dans l'histoire, dans la narration, j'aurais pleuré à chaque épisode. Là j'ai pleuré évidemment, mais pas tout le temps. Pas autant que ce que ça aurait pu être si j'avais été plus investie dedans. Ensuite, j'ai vu la sortie de résidence de la compagnie Skanda, qui est une compagnie de danse dont la chorégraphe s'appelle Jade Lada. C'est un trio pour 3 danseuses, dont la chorégraphe, et c'est un travail qui explore l'élément eau. Eau, pas du tout, eau quoi, et qui en fait reprend un peu différents états de l'eau, etc. Toute une évolution, enfin elle en parle très bien, toute une narration qu'elle a imaginée. Donc on a vu une sortie de résidence, donc une partie en fait de son travail. Et un petit extrait de son travail qui est encore en cours, puisque la pièce n'existe pas encore, enfin elle n'est pas encore terminée, elle n'a pas encore été créée. Par création, entendre premier soir où elle joue de façon professionnelle, complète, terminée. La création d'un spectacle, c'est sa première date, quoi. Donc ça n'a pas encore été le cas, enfin elle n'a pas encore été créée cette pièce, mais donc c'était assez intéressant. C'est toujours chouette je trouve de voir des étapes de travail de professionnels et de voir des esthétiques en danse différentes. Moi je trouve ça toujours chouette, il y a des choses assez impressionnantes quand même dans ce qu'elles font, leur capacité physique à retranscrire des états. Je trouve qu'elles ont été quand même très, très fortes là-dessus, et donc c'était plutôt chouette. Quoi d'autre? Je reprends mon prompteur. J'ai écouté 2 podcasts, enfin un podcast complet que j'ai terminé, enfin pour lequel je suis à jour, et un autre, donc j'ai écouté Cinéra Meuf. Cinéra Meuf, c'est un podcast de cinéma, les meufs dans le cinéma comme on peut l'imaginer. C'est un peu pas une relecture, mais c'est un peu une étude en tout cas du cinéma au prisme du féminisme. C'est hyper intéressant, les épisodes sont très chouettes. Il y en a juste un que j'ai pas écouté parce que je voulais pas trop me spoil sur Thelma et Louise, que je n'ai jamais vu. Et bon, je connais en gros le plot, hein, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'en savoir trop. Donc j'ai juste pas écouté l'épisode sur Thelma et Louise, mais en fait elle a des épisodes, l'autrice de ce podcast, donc j'ai oublié le nom, a des épisodes vraiment un peu analyse de films, de genre, de films d'époque, etc. Et d'époque pas du tout, enfin de films quoi. Et elle a développé il y a peu de temps un format un peu plus court de chronique où elle fait des retours plutôt à chaud, plutôt courts sur les films qu'elle a vus. Et sur, par exemple, elle a fait moi je l'ai découvert parce que j'ai vu sur Instagram une fille qui avait partagé sa chronique sur Aftersun. Parce que vraiment mon mois de février ça n'a été qu'Aftersun sur les internets. Je n'ai entendu parler que d'Aftersun, partout, tout le temps, partout. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, enfin tout l'Insta cinéma en parle. Mais du coup, Cinéra Meuf, donc elle a fait des chroniques, elle a développé un peu ce format parce que ces épisodes un peu analyse lui demandent évidemment beaucoup de temps de préparation, etc. Donc elle a fait ses petites chroniques pour pouvoir poster plus régulièrement et aussi voilà, parler de cinéma un peu plus régulièrement, de façon un peu moins formelle. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle a à en dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Elle a fait une chronique, mais qui est un peu longue sur Avatar, que je trouve vraiment intéressante. Moi je trouve que ça fait beaucoup de sens ce qu'elle raconte, et je trouve que c'est chouette que ça existe, c'est important que ça existe, donc j'étais contente d'avoir fait cette découverte. Et le deuxième podcast que j'ai commencé, c'est Pop Culture Inclusive. En fait, c'est 2 sœurs qui sont 2 femmes métisses. Elles le disent au début pour contextualiser aussi le point de départ qu'est le leur, à savoir leur expérience personnelle de vie en fait. Et qui, même chose, reprennent un peu, enfin parlent en tout cas de films ou de thématiques ou d'univers cinématographiques ou pas d'ailleurs, enfin de pop culture en général. Au prisme de cette question d'inclusivité, si je peux me permettre. Elles ont fait notamment un épisode en 5 épisodes, enfin un volet sur les mangas, et je trouve ça hyper intéressant. Elles ont fait quelque chose, j'ai pas encore écouté le reste, mais sur Matrix. Elles ont fait 2 épisodes sur Harry Potter, moi j'ai écouté Harry Potter et les mangas. Elles ont fait sur Matrix, elles ont fait sur pas mal de choses comme ça, un peu des gros... Vraiment des phénomènes en fait de pop culture, enfin des choses assez massives quoi. C'est pas anecdotique, et comment est-ce que ces gros phénomènes de pop culture peuvent être un peu analysés et réfléchis au prisme de cette question d'inclusivité. Donc ça parle de féminisme évidemment, mais pas que. Donc ça parle aussi beaucoup d'intersectionnalité, parce qu'en fait le principe d'intersectionnalité, elles sont un peu au cœur de ça, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement femmes mais en plus pas blanches, et donc de fait l'intersectionnalité c'est un peu intrinsèque à ce qu'elles sont.
Et du coup elle parle aussi pas mal de ça, donc c'est vraiment intéressant, c'est chouette. Et je trouve que ce qui est chouette c'est que elles ont pas du tout un... Déjà c'est deux sœurs, donc ça se sent un peu dans la façon dont elles parlent, qu'elles sont très à l'aise l'une avec l'autre, et c'est aussi que je trouve qu'il n'y a pas de truc trop pédant, il n'y a pas de position un peu trop chercheuse, un peu trop réfléchie, un peu trop pointue, c'est vraiment, elles parlent de façon très naturelle et très accessible, donc ça je trouve que c'est chouette parce que c'est jamais... Enfin parfois les podcasts c'est un peu toujours... dans la culture en tout cas, c'est un peu des trucs genre France Culture où en fait ils utilisent des mots et des phrases que personne comprend juste pour faire genre regarder on sait parler parce qu'on est dans la culture quoi. Donc c'est pour ça que elle, je les trouve très bien. C'est beaucoup trop long là, c'est beaucoup trop long. Je suis allée voir The Fabelmans, qui est le dernier film de Spielberg dont tout le monde parle aussi. J'y suis allée avec beaucoup d'attentes parce que c'est un film sur le cinéma et que tout le monde en disait, enfin tous les gens qui avaient pu le voir dans les festivals en 2022 disaient qu'il était incroyable, tous ceux qui avaient fait les avant-premières disaient qu'il était incroyable, que c'était le film de l'année, une ode au cinéma, tous les cinéastes qui l'ont encensé, etc. Donc j'avais des attentes énormissimes pour ce film et je pense que c'est pour ça que je l'ai pas trouvé incroyable parce que j'avais trop d'attentes. Je pense que c'est un film qui est très bien. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé vraiment chouette, j'ai trouvé que c'était pas trop mal écrit, enfin en même temps quand t'écris ton histoire, enfin je veux dire, il y a aussi ça, c'est que je me sens pas non plus de juger comment est-ce que ce film est écrit, parce que bah en fait c'est a priori son histoire quand même en grande partie, donc je fais pas qui suis-je pour aller dire frère t'as mal écrit ta propre vie, enfin voilà quoi. Et en même temps, j'avoue que je m'attendais justement, il y a des choses hyper chouettes et hyper satisfaisantes sur le cinéma, sur comment il a fait ses premiers films, sur le montage et tout, enfin je trouve ça trop bien. Et en même temps, son personnage, enfin en fait je m'attendais sûrement pas à ce qu'il y ait autant de... En fait c'est une tranche de vie au sens de vie de famille, de grandir, de machin, et je trouvais que c'était un peu long en fait, qu'il se passait un peu pas grand chose, et pourtant j'adore normalement quand il se passe pas grand chose au cinéma. Mais là, je sais pas, il m'a un peu manqué, il m'a manqué quelque chose, mais je pense que c'est parce que j'avais des attentes trop hautes, mais que c'est un film très très chouette quand même. Voilà, je crois que pour le cinéma, c'est tout pour ce mois de février. Ah, j'ai lu Beauté fatale de Mona Chollet, je suis très contente de l'avoir lu. Parce que je l'avais depuis plus de 2 ans. En fait, quand j'ai lu Sorcière il y a un petit moment, j'avais acheté Beauté fatale et Chez soi de Mona Chollet dans la foulée et je ne les avais jamais lus. Beauté fatale il est très bien, je l'ai trouvé très chouette. Parfois les références elles sont un peu passées, un peu datées pour moi parce qu'il a été écrit je crois en 2011 ou 2012 et donc en fait, réécrit, il y a des choses en fait, enfin j'en commence. À la fois il y a des références un peu datées et à la fois il est extrêmement actuel et c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est qu'il a été écrit il y a plus de 10 ans et que les références qui y sont, parce que Mona Chollet c'est une succession en fait de références et de situations etc, sont à la fois un peu datées et à la fois extrêmement actuelles et c'est comme je le disais terrifiant de voir à quel point rien n'a changé. Et Beauté fatale c'est hyper chouette parce que aussi je pense que je le trouve particulièrement chouette parce que ça touche à des centres d'intérêt que j'ai développés aussi pas depuis plutôt récemment. Il y a notamment toute une partie sur la mode, le luxe, etc. Et ça c'est quelque chose, enfin moi c'est quelque chose qui me fascine, l'univers de la mode et du luxe dans tout ce que ça a d'indécent. Et il y a aussi toute une analyse du cinéma, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui en fait dans ses yeux à elle et dans sa recherche à elle touchent en fait à des points d'intérêt qui sont les miens, donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir des regards et de multiplier les regards parce qu'il y a notamment, en fait je venais d'écouter Cinéra Meuf sur Sofia Coppola et dedans elle a toute une partie, c'est ce que j'ai gardé en petite note, sur Sofia Coppola où en fait dans Cinéra Meuf elle dit à quel point Sofia Coppola est une meuf importante dans le cinéma et à quel point elle est intéressante, à quel point c'est chouette ce qu'elle fait, et là-dedans elle dit à quel point Sofia Coppola c'est juste la petite postige de service, le petit outil de la publicité et des grands méchants capitalistes. Et donc en fait, ça fait vraiment ces deux discours qui n'ont rien à voir et j'ai trouvé ça tellement intéressant, genre juste multiplier les points de vue sur un objet. Enfin, et c'était pas volontaire, et du coup c'est pour ça que je pense aussi que j'ai trouvé un vrai intérêt à Beauté fatale. Je l'ai lu genre en 2 semaines, même pas moins de 2 semaines, et ça ne m'arrive jamais de lire en moins de 2 semaines, surtout pas un essai féministe. Donc franchement, je suis plutôt contente de l'avoir lu. Donc la prochaine étape ce sera de lire Chez soi, mais bon, on n'y est pas encore. Et j'ai lu 2 BD.
Radium Girls de Si, qui est sorti il y a un petit moment, j'exagère, mais qui est pas récente puisque c'est une BD sur ces femmes qui ont été empoisonnées, Radium Girls qui ont été aux États-Unis empoisonnées au radium avant qu'on sache que c'était quelque chose de cancérigène. Et c'est un peu en fait l'histoire de ces femmes, mais au prisme. Je trouve que l'angle il est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un groupe de collègues et copines qui s'est retrouvé dans cette situation, qui a vu ses proches, ses sœurs en fait de travail quoi, mourir, et qui s'est retrouvé face aux difficultés de en fait comment est-ce qu'on se bat, comment est-ce qu'on se défend, enfin je veux dire, on est en train de nous tuer, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait c'est anecdotique parce que ça représente un groupe de moins de 10 femmes qui en fait n'ont pas marqué l'histoire, dont aujourd'hui si n'avait pas fait cette BD j'aurais sûrement jamais entendu parler. Et pourtant ce truc anecdotique elle en fait quelque chose d'hyper universel sur cette lutte et sur comment est-ce qu'on se défend pour nos droits et pour nos vies quand on nous manipule un peu quoi, parce qu'on leur a un peu menti en leur disant mais non vous risquez rien alors qu'on savait plus ou moins qu'ils risquaient des choses, enfin classique hein, mais voilà. J'ai trouvé chouette et surtout je trouve les planches absolument incroyables. C'est une BD qui a été faite au crayon de couleur exclusivement et je trouve les planches et les couleurs vraiment ce violet, ce vert du radium et tout, enfin c'est trop beau. Mais de toute façon si je la suis sur Instagram, cette BDiste on dit, cette artiste BDiste. Et je la trouve trop chouette parce que elle partage un peu son processus de création et tout, donc c'est encore plus intéressant je trouve moi j'avais hâte de découvrir son travail en 3D, en palpable, parce que je la suis beaucoup sur les réseaux, sur YouTube notamment, mais aussi sur Instagram où elle montre un peu l'envers du décor de son travail, donc c'est toujours cool d'en prendre connaissance dans la vraie vie. Et dernière lecture, L'été du vertige d'Adeline Fischer, incroyable. Ça pour le coup c'est très récent. Il m'a été offert ce livre, cette BD. C'est sorti en janvier 23. C'est incroyable. C'est incroyable. L'histoire, je la trouve tellement chouette. Je voudrais voir le film tiré de cette histoire. Je suis en train de chercher une planche que j'ai adorée. Je veux voir le film de cette histoire, vraiment. En fait c'est une forme un peu de teen show, teen movie, très drama, très intense, et à la fois je trouve que la BD, ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que en fait ça fonctionne en case, qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça, et du coup pour développer des personnages c'est toujours un peu limitant, je trouve, le format BD. Donc je suis un peu frustrée de ne pas avoir davantage pu voir cette histoire et ces personnages développés. C'est pour ça que je veux voir un film tiré de cette histoire, parce qu'il y a un potentiel teen movie absolument incroyable. Et surtout, les images, mais on ne voit absolument rien, mais cette planche est incroyable. Et en fait, le dessin est trop beau et les couleurs. Je peux mourir, et vraiment, cette planche, je peux mourir. Je peux pleurer pour une planche comme ça. Je peux pleurer pour la beauté de ces couleurs. Non mais c'est trop beau. C'est trop beau. Il faut que j'en trouve une autre que je voulais garder aussi. Celle-là. Celle-là, là. Non mais c'est incroyable. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Vraiment, je l'ai trouvé, mais... tellement beau. Les dessins sont tellement beaux, mais les couleurs surtout. Parce qu'il pourrait y avoir les mêmes dessins si c'était pas fait, les mêmes couleurs, si les couleurs n'étaient pas faites de la même manière, ça serait pas la même chose. Là vraiment, incroyable. Incroyable. Et enfin, pour terminer ce mois de février, j'ai regardé Je peux entendre l'océan, qui est un film des studios Ghibli, réalisé par Umiga Kikoeru, si en plus j'ai mon compteur et que je sais pas lire, on va pas y arriver. Je l'ai regardé parce qu'il était pas très long et qu'il était dans ma liste Netflix en fait. Pas fan, enfin, il a rien d'incroyable. Je trouve que l'animation, il y a rien de plus basique, la musique est chouette, l'histoire c'est pas ouf. Ce que je trouve très chouette dans ce film quand même, c'est que en fait c'est des jeunes. Enfin je sais jamais trop parce qu'en fait les traductions et tout, j'arrive jamais trop à comprendre parce que c'est du japonais que je lis en sous-titré anglais, du coup je sais pas à quoi ça correspond en termes de scolarité en France, mais en gros c'est fait, en fait je trouve qu'encore une fois il y a une forme de réalisme, c'est pas des gamins. Je disais donc avant de n'être coupée que ils font plus matures, ils font vraiment mature, adultes, enfin adultes entre guillemets, c'est genre des fins de lycée je crois. Oui bah oui c'est ça, parce qu'ils terminent le lycée et après ils partent en études sup, je crois, oui c'est ça. Et je trouve que c'est pertinent, c'est cohérent dans les personnages, comment ils sont écrits et faits et tout. Mais sinon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mon expression favorite.
Mais voilà, je suis contente de l'avoir vu, c'est toujours ça de prix, mais c'était pas incroyable. Et voilà, pour ce bilan du mois de février 23.